La recherche dans le travail de l'interprétation, la recherche est quotidienne, elle ne se fait pas forcément au piano. Je suis possédé par la musique tout le temps, je travaille tout le temps parce que les oreilles, quand on a les oreilles, on peut travailler dans sa tête, on peut travailler même sans partition, s'exercer et travailler même l'interprétation des choses très très précises, la distance entre deux notes, combien de temps on va laisser entre deux notes. Ça, on peut l'élaborer vraiment mentalement avant d'approcher le piano, c'est même mieux. C'est même mieux. Il y a des choses qu'on peut trouver que au piano, des choses très très précises de micro-déplacements où sans le piano c'est très très difficile à faire. Mais la plupart des choses on peut les faire sans piano. Et c'est beaucoup mieux parce qu'une fois qu'on approche le piano, on approche le piano avec une idée et un but à atteindre. Parce que sinon on va répéter sans arrêt le même passage. Comme j'ai toujours tendance à le faire parce que c'est un vice en fait quand on travaille le piano, il y a un passage qui ne marche pas alors on va répéter, mais c'est absolument pas la bonne solution. Il faut que tout soit entendu, il faut que tout passe par l'esprit, par l'intelligence, par la raison, soit vérifié par le cerveau, pour ensuite pouvoir être transposé expressivement par des gestes, par une manière de chanter, par une nuance. Voilà. Dans la musique de Mozart et dans la musique de Schubert, c'est une musique extrêmement exigeante. Mais c'est une musique, je pense qu'on peut parfois se tromper sur l'exigence de cette musique. Ce n'est pas une musique exigeante parce que le langage est soi-disant dépouillé, que c'est soi-disant classique et que ça ne pardonne pas. C'est n'importe quoi d'affirmer ça parce qu'il n'y a pas une seule œuvre qui pardonne quoi que ce soit. Toute œuvre est toute puissante et est un défi énorme pour l'exécutant. Seulement, bon, on va dire, Mozart, on entend plus une fausse note que dans la musique moderne, ce qui n'est pas du tout une bonne raison. C'est une vérité, mais c'est une vérité triviale et ce n'est pas du tout une bonne raison. Je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas faire les mêmes sacrifices dans la musique de Mozart que dans la musique moderne, c'est-à-dire quand on veut interpréter, il faut parfois se dire que le but, c'est pas de ne faire aucune fausse note. Le but, c'est de transmettre, de communiquer le message qu'il y a à l'intérieur de cette pièce. Voilà. Si tout n'est pas indiqué, et c'est le cas avec la musique de Mozart et de Schubert, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas indiquées sur la partition. Comment est-ce qu'on passe de ce passage à ce passage? Si on y va tout droit, en suivant le métronome, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a parfois un écart de nuances énorme, fortissimo, piano, parfois une mélodie qui est à la main gauche qui passe à la main droite, donc il y a une très grande distance à parcourir. On ne peut pas foncer comme ça. On ne peut pas non plus faire ce qu'on va appeler un rubato, calibré pour du Schubert, etc., mais un bricolage. C'est très très précis. C'est très très précis, fortissimo à piano, voilà, de comprendre comment est-ce que je peux faire pour rattraper cette ligne, pour la faire passer de la main gauche à la main droite. Il faut prendre ce temps-là et pas plus, parce que si j'en prends un peu plus, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Et ça, il faut être très attentif à ce qu'on fait. Moi, des fois, je m'enregistre moi-même quand je ne peux pas travailler avec ma professeure Rena Cherechevskaya, je m'enregistre moi-même parce qu'on n'est pas conscient de tout ce qu'on fait au piano. Mais le plus important, c'est pas comment est-ce qu'on va bouger le poignet à droite à gauche, comment est-ce qu'on va se détendre, comment est-ce qu'on va bien faire les octaves, comment est-ce qu'on va faire le legato. C'est pas du tout ça parce que chaque petit morceau de partition a sa propre technique adaptée à son exécution. Donc il y a des choses qui vont être plus faciles pour certains, qui vont parler plus immédiatement et donc on va trouver tout de suite le geste et on va pouvoir l'adapter. Et il y a des choses qui vont être plus difficiles, qui vont nécessiter du travail parce qu'il faut créer artificiellement un geste de sorte à ce qu'il devienne naturel. Et donc c'est en ce sens-là que je disais que je ne pouvais pas cesser d'approfondir la musique de Mozart et de Schubert parce que c'est particulièrement valable dans cette musique. C'est-à-dire que je ne parlerai pas de langage dépouillé, je parlerai d'une économie de moyens. Mais en réalité, la musique de Schubert et la musique de Mozart sont extraordinairement complexes. Du point de vue des modulations, du point de vue de la forme, du point de vue des carrures, on n'est pas du tout dans une musique évidente, on n'est pas du tout dans ce qu'on peut appeler un carcan et même une forme totalement classique, parce qu'ils ont cette référence-là, mais ils savent s'en affranchir chacun à leur manière. Donc c'est vraiment un défi pour l'esprit, parce que l'esprit a naturellement envie de penser que voilà, c'est classique, donc il faut respecter le métronome, etc. Mais c'est complètement anachronique. Hein, une remarque comme ça, c'est complètement anachronique qu'il faille utiliser le métronome pour Bach, pour Scarlatti, pour Mozart, c'est totalement anachronique. Non, il faut vraiment laisser cette musique envahir soi-même, parce que le vrai instrument, c'est pas le piano, c'est le corps du musicien. Donc il faut que la musique puisse rentrer dans le corps du musicien et
être totalement assimilé, pas seulement assimilé avec le cerveau, pas seulement assimilé avec les doigts, mais assimilé avec le corps tout entier. C'est comme la lecture d'un grand livre, la découverte d'une grande pièce de musique, ça change toute la vie. Il faut être prêt à des changements, à des troubles du sommeil, à des troubles de l'alimentation. Et moi, je dis ça complètement avec le sourire, parce que c'est pas un problème. C'est même réjouissant. C'est-à-dire, les séances de travail avec ma professeure Rena Cherachevskaya, qui m'a préparé au concours de Tchaïkovski, mais avec qui je travaille toujours, les séances de travail ont beaucoup évolué. Avec le rythme que j'ai maintenant, les concerts, on doit travailler très efficacement, très vite. Voilà. Bah, c'est sûr que la question, c'est pas, là encore, la question c'est, mais est-ce qu'il a du répertoire, lui? Est-ce qu'il a assez de répertoire? Est-ce que lui, il a plus de répertoire? Je veux dire, quand on est arrivé à un certain niveau de pratique instrumentale, le répertoire, c'est pas une question. Tout le monde a du répertoire, tout le monde est capable d'apprendre un morceau difficile en un jour. Et il n'y a absolument pas de quoi en tirer une quelconque gloire, parce que la musique n'est pas là, le vrai travail n'est pas là. C'est même pas le degré zéro du travail. Le degré zéro du travail, c'est quand je me présente à ma prof Rena Cherachevskaya et que je lui amène un morceau qui est appris et auquel j'ai déjà commencé de travailler à une interprétation. C'est ça le degré zéro. Le degré zéro, c'est l'assimilation du texte et déjà la possibilité de le déclamer, de le faire entendre. Parce que sinon, on n'est même pas au degré zéro. On est à une espèce de délire assez égoïste, c'est-à-dire de mémorisation. Je vais mémoriser un poème, je vais mémoriser un texte. Mais vous pouvez faire l'expérience. Si vous travaillez comme ça, c'est-à-dire que si vous n'appropriez pas le texte et si vous vraiment travaillez pas à la déclamation, à la prononciation du texte, vous allez le perdre et vous allez plus vous en rappeler. La seule manière de mémoriser un texte, et la musique, il y a un texte, c'est de se l'approprier et de trouver en fait une manière de prononcer chaque mot, donc en musique, chaque note. Si chaque note n'est pas prononcée et ne parcourt pas la totalité du corps, ne vibre pas avec la totalité du corps, on ne s'en souviendra jamais et on va se fatiguer parce que c'est impossible d'un concert à l'autre de recommencer à tout travailler. Il faut qu'il y ait quand même une base qui soit solide. Je suis obligé à chaque concert de retravailler des choses, bien entendu. Et il m'arrive encore, avec Rena, de lui rejouer Gaspard de la Nuit. Alors que c'est une pièce que j'ai jouée 200 fois, qui m'a fait accéder à la finale du concours de Tchaïkovski, qui est une interprétation que beaucoup de personnes considèrent comme étant importante, alors que c'est tout simplement une interprétation à laquelle j'ai travaillé pendant des années avec elle, et sur laquelle je continue encore à travailler. Donc c'est pas un hasard si cette interprétation a atteint un certain niveau. C'est parce qu'il y a du temps qui a été passé, de l'énergie qui a été passée, qu'il y a ma vie aussi, ma vie privée en fait, qui a interféré avec le travail de cette œuvre. Et c'est extrêmement important. On peut difficilement, quand on est musicien, et à plus forte raison quand on est artiste, à mon avis, on peut très difficilement séparer, cliver la vie privée et le travail. C'est pas possible. La vie privée et le travail, c'est la même chose. Et la manière dont on organise et dont on remplit sa vie privée est en communication directe avec ce qu'on dit musicalement et la façon de travailler musicalement.